Ma couleur préférée, c'est le rouge, parce que dans toutes les peintures que j'ai reproduites, le rouge était toujours dominant, même au 15e siècle. Parce que c'était une couleur facile à faire pour eux autres. Ils faisaient ça à base de plantes, et puis ça donne de l'éclat à toute la peinture. Naturellement, si vous faites du portrait, il y a bien des choses qui ne sont pas rouges, mais le fond du portrait est rouge tout le temps. C'est des rouges de terre qu'ils avaient dans ce temps-là. Et puis c'était facile à produire. Il y avait juste à prendre la terre de Sienne et puis faire des rouges à l'infini, ou rose, ou peau. C'est pour ça que c'est la couleur que j'aime le plus. Puis c'est une couleur qui est voyante. Et si vous voulez donner de l'éclat à une peinture, vous mettez un peu de rouge en partant, puis ça va toujours rester le rouge. J'ai commencé à l'âge de 13 ans à faire de la peinture à l'huile. J'allais porter des commandes de Steinberg partout, et puis il y avait une ferronnerie qui s'appelait Lalonde. Puis dans la vitrine, il y avait des équipements pour faire de la peinture de Grumbacher. Puis à toute fois que j'arrêtais, je disais, oh, j'aimerais bien ça, essayer ça. Puis un bon jour, j'ai eu assez d'argent, puis j'ai acheté le coffre, et puis j'ai commencé à faire de la peinture chez nous, tranquillement, quand il mouillait les soirs, les fins de semaine. Et puis ça a progressé comme ça. J'avais un voisin qui était malade. En tout cas, il était très malade, et puis il était sur la fin de ses jours, mais il voulait que je lui montre comment faire de la peinture. Ça fait que j'ai descendu chez eux, puis on a fait de la peinture ensemble. Puis tant qu'il est décédé, j'avais fait un beau paysage en arrière de son lit, puis sa mère a dit que le paysage avait tombé tant qu'il est décédé. Puis eux autres, ils ont regardé ça pareil comme si c'était... ça fait que ça m'a donné beaucoup de motivation pour continuer à faire de la peinture, parce que je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui aimaient ça, et puis c'était un encouragement. Et puis après ça, j'étais allé à l'école, et puis un coup j'ai fini l'école, j'ai suivi des petits cours pour essayer de m'orienter, mais la seule chose qui m'intéressait, c'était la peinture à l'huile et le dessin en général. Fait que j'étais allé à l'école des arts 1722 rue Saint-Hubert, l'Académie des arts du Canada, et de là, j'ai commencé à faire pas mal de peinture et de dessin. On apprenait toutes les formes de dessin. Malheureusement, quand je suis sorti de là, bien, il n'y avait aucune possibilité à Montréal pour un gars qui finissait comme ça. Il aurait fallu s'expatrier en Californie. J'ai deux de mes amis qui sont allés chez Walt Disney travailler. Éventuellement, j'ai eu une très belle vie quand même, puis j'ai pu faire de la peinture à la société pour le restant de mes jours. Pourquoi j'ai reproduit des tableaux de grand-mère? Comme les musiciens, j'interprète les tableaux des grands peintres que j'aime. Puis la facilité là-dedans, si vous aimez la peinture que vous interprétez, c'est comme un musicien, vous la faites bien. C'est pour ça que j'ai commencé à étudier les peintres, comment ils travaillaient des années 1500 aller jusqu'à aujourd'hui. Le plus intéressant là-dedans, c'est de savoir l'histoire de l'humanité, parce que quand vous reproduisez des peintures de certaines époques, vous pouvez savoir comment ils vivaient. Et puis vous pouvez savoir aussi comment que les artistes vivaient dans ce temps-là. Parce qu'en réalité, ce n'étaient pas des artistes, c'était des gens qui travaillaient. Comme ceux qui font des pierres, comme ceux qui font de la sculpture. C'était des francs-maçons qui appelaient dans ce temps-là, qui étaient une réunion de gens qui se promenaient d'une place à l'autre pour arranger des châteaux. Parce que ça arrivait souvent qu'il y avait une guerre, puis ils étaient détruits, mais il fallait les rebâtir. Fait que ces gens-là se promenaient en bourgade, et puis ces gens-là avaient toutes les spécialités que vous pouvez imaginer au point de vue manuel. C'est comme ça que Michel-Ange, Léonard de Vinci ont percé. Il y avait des professeurs qui, eux autres, les enseignaient toutes ces choses-là. Et un jour, il y en avait un ou deux ou trois qui étaient phénoménales, qui étaient meilleurs que le professeur. Bien là, il les envoyait, ceux-là. Puis ceux-là, ils étaient sûrs qu'ils étaient pour vivre convenablement, parce qu'il y avait déjà ce flamme-là dans le sang. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'élèves, et puis les élèves préparaient la peinture pour le maître. C'est comme ça qu'ils apprenaient à manipuler les couleurs. Toutes les couleurs étaient liquéfiées et mises dans des outres pour que ça soit très facile à étendre, parce que naturellement, ça ne travaillait pas en épaisseur avec des couteaux. Ça travaillait seulement avec des pinceaux, puis c'était pour mettre sous des toiles. Les toiles, la seule manière qu'ils peuvent être flexibles s'il y a une guerre, c'est de pouvoir les rouler facilement et de se sauver avec, au lieu de les détruire intégralement dans un château. C'est pour ça que c'était fait sur des toiles. C'est la seule raison. Avant ça, c'était fait sur les murs et sur du bois. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, en plus de la manipulation des couleurs, c'est d'essayer de savoir pourquoi que le peintre peignait comme ça, puis qu'est-ce qu'il faisait, puis dans quel environnement il était.
Fait que c'est ça qui est intéressant quand vous faites des reproductions, c'est de savoir être capable de s'imprégner de ce que le peintre pensait et ce qu'il faisait. Comme par exemple, le tableau que vous avez en arrière, c'est de Paul Gauguin. Paul Gauguin était à Tahiti et il a passé le restant de sa vie à faire les gens qu'il y avait là-bas. J'ai une peinture dans ma chambre, c'était la première peinture qu'il a faite quand il a descendu du bateau. Ça avait tellement émerveillé qu'il a mis tout ce qu'il y avait dans l'île dans une peinture. C'est pour ça que la peinture a l'air un peu hétéroclite, mais en réalité, c'était ce qu'il ressentait quand il a descendu au bout de 3 semaines du bateau. En réalité, le nombre d'heures que tu mets sur une peinture, c'est surtout à cause des détails qu'il y a dedans. Comme le tissu à côté ici, ça a été 3-4 mois juste pour faire le fond et la madame, parce que cette peinture-là, au Musée des Beaux-Arts, elle est à peu près 1,5 fois plus grande. Fait que quand tu les rapetisses, les détails sont beaucoup plus petits. Et puis lui, il a fait ça avec de l'huile, parce qu'il n'y avait pas de peinture acrylique comme aujourd'hui. Ça fait que c'est beaucoup plus dense, plus épais, plus lourd. Avec l'acrylique, on peut faire quelque chose de plus léger. Quand j'ai découvert l'acrylique dans les années 70, je n'ai jamais retourné en arrière pour la bonne raison que ça donne plus de facilité pour faire les petits détails. L'huile, ça prend du temps à sécher. Et ensuite de ça, quand vous commencez à l'huile, il y a toute une oxydation qui se fait tout de suite dans la palette que vous avez. Si vous attendez 2 jours, vous êtes obligé de recommencer au complet. Dans l'acrylique, vous prenez un petit pot, vous mélangez ça. Quand vous avez fini, vous le fermez. Et vous pouvez faire de même 25-30 couleurs différentes. Une panoplie de couleurs comme celle qui est en arrière, c'est très facile à l'acrylique parce que vous avez une gamme de pots qui sert à faire toutes les couleurs. Et puis ça ne vous donne pas gros d'épaisseur. Par contre, c'est beaucoup plus facile à garder, c'est des peintures faites comme ça. Moi, je fais les peintures la plupart du temps, tant qu'elles sont grandes, avec un morceau de bois en arrière, pour la bonne raison que j'aime pas quand la toile gondole. Le tableau que je veux vous parler, c'est celui qui m'a pris le plus de temps à faire. C'est une peinture qui représente des proverbes à Anvers, en Belgique. Et puis, tous les proverbes qu'il y avait dans ce temps-là, le monsieur les a édités dans une toile. Ça représente à peu près 200, 225 petits détails dans la peinture, juste pour l'écrire, pour la dessiner au crayon, parce que c'était trop élaboré pour faire ça directement au pinceau. Ça m'a pris quasiment 1 an pour faire juste le dessin au crayon. Et après ça, ça a pris 2 ans pour faire la peinture. Mais c'est un intégral. Elle est tellement compliquée que tous les gens qui ont parlé de cette peinture-là n'ont jamais pu trouver les 125 proverbes qu'il y a dedans. Le vitrail a commencé quand Patrice s'est tombé malade. Mon garçon, il était à l'hôpital et puis tout d'un coup, il m'appelle, il a dit « Ah, vous pouvez-vous venir aujourd'hui pour faire un cours de vitrail? » Puis il était après de l'opérer. Je lui ai dit « Oui, je vais y aller un petit bout de temps, voir comment ça marche. » Je suis allé là, j'ai passé 2 heures, ils m'ont donné l'équipement, puis après ça, j'ai commencé, puis j'ai jamais retourné. Et puis j'ai commencé à en faire. Là-dessus, j'ai passé des 8 heures, 10 heures par jour à faire ça sans arrêter. Parce que c'est encore une autre chose, que si vous arrêtez de faire ça, surtout quand vous travaillez le plomb s'oxyde très, très facilement. Fait que quand vous arrêtez, le plomb s'oxyde, après ça, c'est quasiment plus faisable proprement. Fait que quand tu fais une lampe, puis tu es rendu à poser le plomb, c'est bien de valeur, mais il faut que tu le poses tout d'un coup. Tandis que les lampes, il faut que tu achètes tous les produits. Ça peut coûter 500-600 $. Fait que, moi, je n'étais pas un millionnaire. Fait que quand j'achetais les produits pour faire une lampe, j'en faisais 1 ou 2, puis après ça, je faisais beaucoup d'autres choses avec. Les peintures. Oh, c'est très recherché, puis c'est unique comment je travaillais, parce que je n'ai jamais été suivi de cours, mais moi, tout ce qui m'intéressait, c'était les résultats. La fin justifiait les méthodes que je prenais. J'ai modifié toutes sortes de machines pour faire ça, pour les tenir, les rouler, les mettre aussi parallèles pour pouvoir mettre le plomb facilement. Ça n'existait pas. Il y avait des petites machines très, très fluettes, comme on dit. Quand tu arrives avec une lampe de 50 livres, ça te prend d'autres choses. Et puis, j'ai dessiné des machines pour les tenir comme il faut et puis pouvoir travailler dedans facilement. Parce que des lampes de 3-4 000 morceaux, c'est pesant. Parce que chaque lampe, elle a ses affinités avec un décor. Et puis, si c'est bien interprété ou bien intégré, vous pouvez les mettre où vous voulez. Quand j'ai commencé à faire de la peinture dans la maison que j'ai achetée, il y a 50 ans, je me suis installé dans le sous-sol
Et tous les soirs, toutes les fins de semaine, je faisais des tableaux et je vendais ça, la plupart, à des gens qui travaillaient autour de moi. Et puis après un bout de temps, bien là, ça a saturé le marché, comme on dit. Parce que, très drôlement, les gens qui achetaient ça, ce n'étaient pas des Canadiens français, ce n'étaient pas des gens du Canada. C'était des gens qui étaient des pays d'Europe. Eux autres se reconnaissaient là-dedans parce que probablement que la plupart avaient visité des musées. Ça fait qu'ils avaient vu tel peintre. Ça fait qu'ils étaient familiers avec ça. Ça fait qu'il y en avait qui en avaient au-dessus de 30, 40. Ils me faisaient signer des listes avec des montants en cas qu'ils décèdent un jour parce qu'ils voulaient garder ça pour leurs enfants. Quand j'ai pris ma pension, après avoir mis de côté des toiles que j'aimerais faire, j'ai fait pendant nombreuses années 8 heures par jour. Parce que c'était la seule manière que tu peux faire des grandes toiles puis pouvoir les finir comme il faut. C'est peut-être pas 8 heures par jour pendant 2 jours, c'était 8 heures par jour pendant 7 jours par semaine, pendant longtemps. Jusqu'à temps que j'aie fait tout ce que je voulais faire.